Salutations, je viens faire une petite précision. La vidéo que vous vous apprêtez à voir a été écrite, a été pensée pour être publiée d'un coup. Sauf qu'une fois au montage, je me suis rendu compte qu'elle faisait 30 minutes, ce qui est assez long. J'en suis donc venu à me décider à la scinder en deux parties, qui seront publiées à 24 heures d'intervalle. Donc vous verrez la première maintenant et la seconde dans les 24 heures qui vont suivre. Merci de votre compréhension. Bon visionnage. Salut les humains. Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde vidéo de la série des piliers. Alors, vous voulez étudier en France, certes, mais si tout de suite, une personne, imaginons un tonton, un oncle, une tante vous disait, jeune fille, jeune homme, je veux financer votre projet d'études en totalité, vous avez 2 minutes pour me prouver que vous savez ce que vous faites et que je ne vais pas jeter mon argent par les fenêtres. Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir le convaincre? C'est une question à laquelle je vous invite à réfléchir sérieusement pendant 2 secondes. Si vous avez ne serait-ce qu'une once de doute, vous avez toutes les raisons de rester jusqu'à la fin. Aujourd'hui donc, nous allons nous servir du pouvoir de l'écriture pour mettre en ordre le passé, comprendre le présent et surtout planifier l'avenir, votre avenir d'étudiant en France. Donc restez concentrés jusqu'à la fin. Dans la toute première vidéo de la série des piliers que je vous invite à aller voir si ce n'est pas fait, nous avons essentiellement présenté l'agence Campus France et présenté dans les grandes lignes le chemin que l'on va suivre dans le cadre des vidéos piliers. Donc allez voir la première vidéo si ça n'est pas fait. Voilà, histoire de vous mettre à jour. Aujourd'hui donc on rentre dans le dur et il va falloir taffer dur. Pour les plus scolaires d'entre vous, voici dans les grandes lignes le plan que je vous propose de suivre. Nous commencerons par le connais-toi toi-même de l'oracle de Delphes. Donc, qui êtes-vous? Nous ferons un point sur votre situation. Ensuite, on s'occupera de savoir où vous voulez aller. Donc, on va ensemble essayer de questionner votre projet, de le regarder sous plusieurs angles pour en tirer le meilleur. Évidemment, donc, la question du comment est-ce que vous comptez mettre en œuvre ce projet-là va se poser. Donc, on va essentiellement parler d'aspects pratiques, donc de logistique, d'économique, de moula, quoi. On va parler d'argent, c'est important. Vos moyens de financement, donc les moyens de financement de vos études dont vous disposez, les questions de mœurs et de motivation vont aussi se poser, mais plus pour des ouvertures. À chaque fois, à chaque étape du plan, à chaque grande partie du plan, on va procéder par questions que je vous invite à vous poser de votre côté et à creuser de votre côté. Je ne vous connais pas individuellement, donc je ne peux pas proposer quelque chose sur mesure pour chacun d'entre vous, mais je vais essayer de ratisser aussi large que possible pour que chacun y trouve son bonheur. Mais ça implique que de votre côté, vous fassiez l'effort de suivre avec moi et de travailler de votre côté. Donc, encore une fois, pardonnez. Travaillez de votre côté pour en tirer le meilleur. Gardez à l'esprit, s'il vous plaît, gardez à l'esprit que les questions que je vais vous inviter à vous poser sont des sortes de grandes lignes. C'est des routes, c'est des pistes de réflexion que je vous propose. Mais n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, à vous en affranchir, à creuser, à écrire un peu plus sur des thématiques, sur des questions qui sont plus pertinentes pour votre cas. Donc, je propose un fil rouge, je propose des grandes lignes, je propose des grands questionnements qui, de mon point de vue, sont pertinents pour la plupart des projets d'études, mais essayez dans votre situation de creuser un peu plus. Si vous êtes une personne qui a déjà 10 ans d'expérience, vous ne vous poserez pas les mêmes questions qu'une personne qui vient d'avoir le bac et qui s'engage dans sa première formation universitaire ou de niveau post-bac. Donc, creusez un peu plus de votre côté. Et si vous désirez travailler avec moi, il y a un lien en description. Donc, votre cas est particulier et traitez-le ainsi. Travaillez sur votre cas. Et donc, à la fin de cette vidéo, quand on vous reposera la question du début, c'est-à-dire jeune homme, jeune fille, est-ce que vous êtes capable de défendre votre projet en 2 minutes? Vous pourrez répondre à la personne, je peux faire plus que ça. J'ai suffisamment couché mon projet sur le papier, je l'ai suffisamment travaillé, pensé pour vous présenter un document écrit de 3 ou 4 pages. Est-ce que vous voulez que je vous l'envoie par mail, monsieur ou madame?
C'est en tout cas la prière que je nourris pour vous. J'espère qu'à la fin, vous serez capable de présenter de manière plus ou moins détaillée votre projet sur 3 ou 4 pages et de dire « Ok, j'ai suffisamment pensé la chose et je peux m'engager dans la suite du processus. » Donc, je vous invite à suivre avec moi et à faire le travail. Comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre de quoi noter, surtout aujourd'hui, prenez vraiment de quoi noter. Si c'est bon pour vous, on est parti. Comme à chaque fois, je le rappelle, de mon point de vue, la pierre angulaire pour tout projet qu'on mène, qu'il soit d'études ou pas, c'est l'organisation. Je vais donc vous proposer mon organisation. Je vous suggère de la suivre et je suppose que je m'adresse à des personnes qui ont suffisamment investi leur projet d'études, qui le prennent suffisamment au sérieux pour être capables, pour avoir la volonté d'investir ce qu'il faut de temps et d'énergie dedans. Prenez donc de quoi noter. S'il vous plaît, faites-le vraiment. Pour aujourd'hui, je vais vous suggérer, je vais vous conseiller d'écrire à la main. Pourquoi? De mon point de vue, il y a dans le geste graphique quelque chose qu'on ne retrouve pas lorsqu'on tapote sur un clavier. J'estime, je pense, et de mon expérience, je ne réfléchis pas de la même manière, les idées ne se déploient pas de la même manière selon que je suis devant une feuille blanche avec un stylo et que je suis devant un écran d'ordinateur. Je ne réfléchis pas de la même manière et j'estime que le mieux, c'est de commencer à la main avant de passer au numérique. Après, ça ne reste qu'une suggestion. Si vous le désirez, vous y allez directement. Je l'ai dit tantôt, on va donc procéder par questions auxquelles je vous invite à répondre de la manière la plus honnête possible. N'ayez pas peur des réponses. Vous êtes seul face à vous-même. Vous n'avez aucun intérêt à vous mentir ou à faire une interprétation libre de la réalité pour, je ne sais pas, éventuellement cajoler votre ego. Si vous vous mentez, ça va vous revenir à la gueule. Lacan disait, le réel, c'est quand on se cogne. J'essaie d'éviter que vous vous cogniez. Donc, encore une fois, n'ayez pas peur de ce que la réalité aura à vous dire. Vous êtes toute seule, vous êtes tout seul face à votre projet, vous êtes seul face à vous-même. Et pour ceux qui ont le syndrome de la feuille blanche, restez jusqu'à la fin. J'aurai une aide à vous proposer. Premier point donc, c'est le « qui suis-je » On va interroger ensemble votre parcours. D'où est-ce que vous venez pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui? Donc votre parcours, on va dire, vu que vous visez des études de niveau post-bac, commencez à interroger, on va dire, à peu près les années de collège et de lycée. D'où est-ce que vous êtes venu pour en arriver là aujourd'hui? Quelle est votre histoire de vie, toujours en rapport avec le projet d'études dont il est question ici? Quelles sont vos forces, mais aussi vos faiblesses? Est-ce que vous avez eu une scolarité plutôt tranquille ou au contraire tumultueuse? Est-ce que votre scolarité a été marquée par des arrêts, des interruptions, éventuellement des redoublements, plusieurs? À quel moment? Essayez de penser les événements qui ont prévalu à ces échecs ou à ces difficultés-là. Ça vous aidera à mieux vous connaître vous-même. Est-ce que vous êtes un élève, on va dire modeste, très modeste? Est-ce que vous êtes un élève moyen ou au contraire excellent? À ce titre-là, évidemment, vos relevés de notes que je vous invite à consulter et à examiner méticuleusement vont parler. Vos relevés de notes, vos diplômes, vos mentions vont parler. Et n'ayez pas peur d'écouter ce qu'ils ont à vous dire. Que vous le fassiez ou pas, les établissements auxquels vous allez soumettre votre dossier iront regarder de votre relevé, iront chercher ça. Et donc, il est préférable que vous fassiez le travail en amont pour savoir comment vous présenter, comment vous vendre au mieux. Encore une fois, n'ayez pas peur de ce que la réalité a à vous dire. Et donc, dans quelle matière, dans quelle discipline, dans quelle spécialité est-ce que vous êtes bon? Dans lesquelles ou dans laquelle vous êtes moins bon ou médiocre? Qu'est-ce qui vous manque donc? Est-ce qu'il existe dans votre domaine des certifications pertinentes pour les projets professionnels que vous poursuivez? Par exemple, si vous êtes informaticien, si vous vous destinez aux professions dans le management ou dans les langues ou dans l'enseignement, est-ce qu'il existe des certifications pertinentes pour vos projets que vous n'avez pas encore, mais que vous pourriez avoir? À quelle échelle est-ce que vous pourriez le faire? Dans combien de temps? Combien ça va vous coûter? Quel investissement personnel ça va impliquer? Est-ce que ça va impliquer que vous quittiez le travail plus tôt pour acquérir ces compétences-là? Ce sont des questions auxquelles vous devez réfléchir. Est-ce que vous parlez une ou plusieurs langues? Évidemment, nous sommes dans un monde qui se globalise de plus en plus. Les échanges internationaux
gagne en importance. Donc, est-ce que vous parlez plusieurs langues ou une? Est-ce que des tests de langue peuvent attester de ce niveau dans la langue-là? Parce que c'est bien de dire je parle anglais, mais c'est mieux de présenter un test de langue, du moins quand on vient d'un pays non anglophone. Quand on n'est pas natif d'une langue, c'est bien de pouvoir prouver que oui, voilà, on a le niveau. Donc, comme on l'a dit, vous prenez votre feuille, comme je l'ai suggéré, vous mettez voilà, en titre, vous mettez qui suis-je, et vous essayez autant que possible de répondre aux questions qu'on vient d'essayer de se poser ensemble. Vous essayez d'y répondre. Vous faites un peu comme on faisait à l'école primaire. Là. Vous faites un petit exercice d'expression écrite, mais là, vous parlez à vous-même, ou comme vous rédigeriez un journal, mais en essayant de répondre à ces questions-là, vous parlez à vous-même. Je pense que ça va pour cette section. On va passer maintenant à votre projet en lui-même. Pour cette section-là, la question est simple. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Dans quel emploi, dans quelle fonction est-ce que vous vous projetez? Mais aussi dans quelle fonction est-ce que vous ne vous projetez pas? Dans votre discipline, il doit y exister d'une manière ou d'une autre des spécialités. Et en général, on sait surtout ce qu'on ne veut pas faire. Voilà. Donc, dans quelle fonction est-ce que vous vous projetez? Quel niveau de compétence est requis pour exercer ces fonctions-là? Quel type d'études est-ce que vous devez faire pour arriver là où vous voulez arriver? Et surtout, à quelle distance, à combien d'années est-ce que vous êtes de ce niveau-là? Est-ce que vous êtes à 8 ans, par exemple, je ne sais pas si vous voulez faire médecine. Est-ce que vous êtes à 10 ans, à 15, à 20 ans de votre job de rêve, on va dire? C'est important de savoir où vous êtes pour ménager votre monture, pour savoir ce que vous avez à investir. Est-ce que dans votre carrière, dans la manière dont vous la rêvez, dans la manière dont vous la pensez, vous avez des paliers? C'est-à-dire, est-ce que vous dites, par exemple, je ne sais pas, je veux d'abord être le plus petit assistant du bureau, ensuite je veux monter chef assistant, ensuite je veux être le bras droit du boss, ensuite le remplacer, ou est-ce que vous vous projetez tout de suite dans une fonction, dans une tâche, dans un type de fonction, où vous vous voyez rester jusqu'à la retraite? Ça s'entend. Voilà, est-ce que vous êtes dans des domaines où vous voyez plus vous orienter vers du consulting, vers une carrière de freelance, ou vers des carrières où on vous embauche pour un projet de 2-3 ans, vous finissez, vous changez d'entreprise. Voilà, ça va questionner aussi les traits de personnalité. Est-ce que vous préférez la stabilité d'un emploi ou est-ce que vous préférez quand ça bouge? Questionnez ensuite ou posez-vous la question de savoir dans quel type d'établissement est-ce qu'on propose les formations dont vous avez besoin pour arriver où vous voulez arriver. A priori, par exemple, si vous voulez devenir médecin, c'est à l'université. Donc, vous en avez pour 8-10 années d'études minimum pour sortir médecin. Voilà. Ensuite, si vous voulez faire des spécialités, tout. Mais a priori, les formations médicales, c'est plutôt dans le monde universitaire. Si par contre, vous rêvez de devenir, je ne sais pas, chef d'entreprise dans le CAC 40, vous vous orientez plus dans les écoles de commerce, les business schools, Sciences Po, etc., etc. Si votre rêve, c'est de devenir mangaka ou animateur de manga, vous voulez faire de l'animation, c'est plus vers les écoles de mode, les écoles d'animation comme Gobelin, l'école de l'image, etc., etc. Enfin, je prends ces exemples-là pour vous dire que vous devez savoir où sont fabriqués, où est fabriqué le type de personne que vous rêvez de devenir. Vous devez savoir ça. Vous devez savoir d'où sortent les gens que vous avez pour modèle, que vous avez pour mentor. Vous devez savoir d'où ils sortent. Cela va donc impliquer que vous fassiez un peu de recherche ou que vous posiez des questions aux bonnes personnes. Je pense notamment à vos aînés ou à vos enseignants. Ça va donc impliquer un peu de recherche aussi sur Internet. Aujourd'hui, on a Internet. Et puisque je parle des enseignants, est-ce que vous avez parlé de votre projet d'études à vos enseignants ou à vos aînés ou à des tontons, des tantines, des grands frères, des grandes sœurs qui font déjà ce que vous voulez faire? Moi, je l'ai fait et les discussions avec mes enseignants m'ont été fort utiles. Demandez à vos enseignants des pistes de réflexion. Demandez-leur, par exemple, comment est-ce que vous pouvez vous démarquer de tous les autres dès les bancs de la fac, par exemple. C'est possible aujourd'hui. Parce que quand on sort de la fac, en général, on a tous le même diplôme, sans expérience. Donc, à un moment, pour les recruteurs, il faut savoir ce qui vous démarque des autres. Pourquoi on vous prend vous et pas un autre? N'ayez pas peur et demandez, par exemple, à vos enseignants comment est-ce que les CV, donc les curriculum vitae et les lettres de motivation sont lus dans votre domaine. Parce qu'entre ce qu'on fantasme de notre métier de rêve et la manière dont les recruteurs, la manière dont le marché jauge nos capacités, il y a souvent un gros fossé. Et vu qu'en général, nos enseignants sont des gens qui ont un pied sur le marché, qui ont un pied dans le monde de l'emploi,
Je pense, en tout cas ça a été mon cas, qu'ils peuvent nous fournir des informations très précieuses sur ce qu'on peut faire pour prendre de l'avance ou pour éviter de souffrir. Alors, n'apprenez pas dans la douleur, apprenez des erreurs de ceux qui vous ont précédés. Parlez à vos enseignants, cherchez à prendre contact avec des personnes qui sont dans le monde professionnel. Aujourd'hui, les réseaux professionnels, ça existe. Prenez contact avec des gens poliment, présentez-vous correctement et demandez. En général, les gens prennent plaisir à contribuer à la formation des plus jeunes, surtout quand ils montrent qu'ils sont motivés, qu'ils ont la bonne conformation d'esprit. Parlons des établissements encore une fois. Est-ce que le type d'établissement que vous visez est sélectif ou pas? Voilà, si vous visez une école de commerce, si vous visez l'ESSEC, si vous visez Sciences Po, vous devez savoir en général que ce sont des écoles très sélectives qui impliquent des années de préparation. Les gens font des classes préparatoires pour entrer dans ces grandes écoles-là. Ils passent des concours, c'est vraiment compliqué. Donc, vous devez savoir, est-ce que le type d'école auquel vous prétendez a des admissions par voie de concours, par exemple, ou si c'est seulement sur étude de dossier, est-ce qu'elles sont sélectives ou pas? Quelles sont leurs exigences en général pour les impétrants, pour les candidats? Est-ce qu'elles exigent par exemple de parler 2-3 langues? Est-ce qu'elles exigent le Taj-Maj ou des tests en particulier? C'est important de savoir tout ça. Donc cherchez. Encore une fois, c'est toujours pertinent dans votre domaine. Je ne connais pas tous les domaines, donc cherchez à savoir ce qui se passe dans votre niche. Encore une fois, est-ce que votre niveau académique vous permet de prétendre à ces écoles-là? Si oui, bonne chance. Sinon, comment est-ce que vous pouvez faire, par exemple, sur les 2-3 prochaines années pour améliorer votre dossier au mieux? Je ne sais pas, faire des activités extrascolaires, apprendre une ou deux langues, passer les tests qui sont requis pour ça, pour améliorer votre dossier. Rien n'est désespéré, il y a rien qui est immuable. Vous pouvez toujours améliorer votre dossier, mais il faut savoir déjà où vous êtes. Donc, un inventaire, je pourrais dire, des langues que vous parlez, de vos certifications éventuelles, de vos formations professionnelles, de vos stages pertinents aussi, est à faire. Cherchez à savoir ce que vous avez fait, ce qui vous manque éventuellement pour alimenter votre réflexion sur votre propre cas. Toujours dans la même veine, quand vous allez discuter avec vos enseignants ou vos aînés, demandez-leur ou cherchez à savoir sur base de ce qu'ils vous ont dit, ce que peu de gens dans votre domaine font, ou mieux, ce que personne ne fait. C'est de là que vient l'innovation. Il me vient à l'esprit maintenant que je vous parle de ça, un exemple qu'un ami à moi, un de mes aînés, un de mes grands frères m'a partagé. Lui, il est policier. Et donc, il m'a raconté l'histoire de l'un de leurs instructeurs en école de police qui était très spécial. Je vais vous dire pourquoi. Vous le savez sûrement, dans tous les corps armés, ils ont aussi des médecins, des infirmiers. Donc, des médecins militaires, des infirmiers militaires, des médecins gendarmes, des infirmiers gendarmes chez les policiers, etc., etc. Et certains font d'abord la formation militaire et ensuite vont à l'INFAS. En Côte d'Ivoire, ça s'appelle l'INFAS. Je crois que c'est l'Institut national de formation des agents de santé. Je crois. Et donc, ce monsieur-là, il est entré à l'INFAS à la base, comme tous les autres, pour aller faire infirmier. Sauf qu'en arrivant là, il s'est rendu compte, il a appris qu'il y avait une spécialité qu'on appelait kinésithérapie. Donc, il s'est renseigné un peu, voilà, ça l'intéressait. Mais pour tout vous dire, dans nos pays, ce sont des spécialités peu connues. Voilà, au pays, en Côte d'Ivoire, en tout cas, on n'est pas au courant, en tout cas, autant qu'en France, autant qu'en Occident, de ce que sont les kinésithérapeutes, les ostéopathes, à moins d'être un peu dans le domaine ou à moins d'avoir été concerné par des difficultés que traitent ces spécialistes-là. Ce sont des choses qu'on ne connaît pas. Donc, ce monsieur qui, à la base, partait faire infirmerie, décide de s'orienter vers des études de kinésithérapie. Donc, il finit sa formation, il sort, et il se rend compte je crois qu'il était le seul, ou ils étaient deux sur le territoire ivoirien, à être policier kinésithérapeute. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'il a fait. Peut-être c'est un génie, peut-être il a fait ça par hasard, par accident, mais il est parvenu à combiner dans la même personne des compétences qu'on ne trouve habituellement pas associées. Donc, il est rare, il a créé de la rareté. Et vous le savez sur le marché, ce qui est rare a de la valeur. Je vous ai soumis cette petite expérience-là. Pensez-y, réfléchissez à ce qui dans votre domaine peut vous donner un avantage concurrentiel sur tous les autres. Qu'est-ce que dans votre domaine peu de gens font ou personne ne fait qui peut vous donner un avantage?